Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale avec le président de la République arabe syrienne, cette excellence Dr Bachar al-Assad. Merci pour nous recevoir, monsieur le président. Votre dernière interview avec le média syrien date de plusieurs années et nous avons beaucoup de questions. Nous allons commencer avec des questions politiques et internes. Vous êtes les bienvenus et comme d'habitude, je répondrai à toutes vos questions. Alors, monsieur le président, merci de nous recevoir ici. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes politiques jusqu'à présent. Et nous allons commencer avec cette histoire des États-Unis qui ont annoncé il y a quelques jours la mort du terroriste al-Baghdadi, leader de ISIS. Et les États-Unis ont remercié la Russie, la Syrie, l'Irak, les Turcs et les Kurdes pour avoir aidé à tuer al-Baghdadi. Trump remercie la Syrie, mais nous n'avons rien entendu de la part de Damas. Qu'est-ce qui a pris à Trump de remercier la Syrie? Est-ce que la Syrie a vraiment participé à ces opérations? Pas du tout. Nous avons appris ce que vous savez à travers les médias. Les pays qui ont répandu la rumeur de notre participation voulaient donner, à notre insu, à cette nouvelle, de la consistance auprès de leurs opinions publiques, voulant par la même occasion faire croire que la mort d'al-Baghdadi fait partie d'une opération d'envergure contre le terrorisme, ce qui n'est que le produit de leur imagination, car nous et nous seuls, avec nos alliés, nous nous battons réellement contre le terrorisme. Nous n'avons aucun lien avec aucune administration ou responsables américains. D'ailleurs, nous doutons de la véracité de la mort d'al-Baghdadi. Par ailleurs, les Américains n'ont pas montré son cadavre ou ses restes, alors que, rappelons-nous, lors du tapage médiatique, lors de l'exécution de Saddam Hussein, où le monde entier était arrosé de photos et de vidéos depuis l'assassinat de ses deux fils, sa capture et sa pendaison. Ils ont montré tous ces cadavres sous tous les angles. Pourquoi ont-ils fait disparaître le cadavre d'al-Baghdadi? La mort de Ben Laden, comme celle de Baghdadi, ne sont que des duperies que personne ne devrait croire. Je rajouterai que les USA, ne nous trompons pas, sont présumés coupables jusqu'à preuve du contraire, et non pas présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Monsieur le président, si Baghdadi a effectivement été tué, est-ce que ça signifie la fin de cette organisation? Ou est-ce qu'il va y avoir un nouveau leader, une nouvelle organisation qui peut prendre la suite des opérations? Al-Baghdadi représente une idéologie qui court depuis 2 siècles, sous-entendu depuis l'apparition du wahhabisme. Et donc, sa mort, ou celle d'un autre, ne changera rien à cette idéologie qui existe encore. Je rappelle qu'al-Baghdadi séjournait dans les prisons de Saddam Hussein, et ce sont les USA qui l'ont libéré pour qu'il puisse justement jouer le rôle de symbole de cette idéologie. Ce n'est qu'une personne qu'il est possible de remplacer à tout moment. Nous sommes en droit de nous poser plusieurs questions. Est-il vraiment mort? Si oui, sa mort a-t-elle eu lieu d'une autre manière que celle annoncée? A-t-il été simplement enlevé, ou caché, ou remplacé? Ou bien a-t-il subi une opération chirurgicale changeant son apparence? La politique américaine ne diffère en rien des scénarios produits à Hollywood, qui s'appuient sur l'imagination et la fiction. Tout ce qui touche à ce sujet n'est que duperie et supercherie. Il n'est pas impossible de recréer al-Baghdadi sous un autre nom, comme il n'est pas impossible de recréer un autre Daesh sous un autre nom, tout en gardant et en sauvegardant la même idéologie, avec toujours le même créateur et gérant qui sont les USA. Parlons maintenant de la question turque, russe et kurde. Dans la région frontalière avec la Turquie, beaucoup de gens pensent que c'est une occupation turque et que cet accord n'inclut pas les Syriens. Et quelle est votre réponse à tout ça? Tout d'abord,
les positions russes ont toujours été claires, même avant leur intervention et la construction d'une base militaire en Syrie. Ensuite, sa présence et son aide militaire répondent à notre demande et aux règles internationales et s'appuient avant tout sur l'unité et l'intégrité de la totalité du territoire syrien. Ce que je viens de dire est toujours en application et ne changera pas indépendamment des circonstances fluctuantes. Il faut savoir que la politique russe, d'une manière générale, s'appuie sur la réalité des faits et du terrain. L'accord entre Turcs et Russes a déjà accompli deux choses. La première, le retrait des troupes armées du nord de la Syrie en les remplaçant par l'armée syrienne qui progressivement étend son autorité sur toutes ces zones, ce qui n'efface en rien l'aspect négatif de la présence turque. En attendant, la seconde phase à venir, y mettre fin définitivement. L'accord turco-russe est un accord provisoire à court terme qui nous a permis de mettre les civils à l'abri des groupes terroristes. Il faut séparer les objectifs à court terme et les objectifs stratégiques à long terme. L'accord entre les Turcs et les Russes relève de la tactique pour régler un problème immédiat et local, mais ne change rien à la stratégie d'ensemble et notre vision commune avec les Russes, c'est-à-dire mettre fin à toute présence étrangère en Syrie. Pour nous, cet accord est positif. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous savons que la Turquie a des visions et des convoitises illégales en Syrie. Et bien entendu, nous le condamnons avec fermeté. La présence turque en Syrie répond à une volonté américaine qui soutient les convoitises turques. Par contre, les bonnes relations entre Turcs et Russes brident ces convoitises que les Américains encouragent. C'est le premier point positif de l'accord. D'autre part, cet accord coupe l'herbe sous le pied des Américains, mettant à mal leurs projets au nord de la Syrie. Laissez-moi vous rappeler la récente initiative allemande qui a fait l'unanimité auprès des membres de l'OTAN et exprimé une volonté américaine qui consiste à sécuriser la région sous contrôle international, ce qui revient à faire sortir cette région du nord du contrôle légal et légitime du gouvernement syrien et ainsi diviser le pays. L'accord turco-russe a déjoué ce plan américain. Donc cet accord a produit immédiatement deux avantages conséquents. Brider les convoitises turques et déjouer le complot américain. Il est clair que cet accord n'a pas pour l'instant exhausté tous nos souhaits, mais présente un grand pas en avant vers une libération totale du territoire syrien que nous pensons proche et limite les dégâts de manière substantielle. Vous avez qualifié l'accord turco-russe de provisoire, mais nous savons que la Turquie ne tient jamais ses engagements. Ma question est, quelle suite donnerez-vous si la Turquie refuse de quitter le territoire syrien pour s'y installer durablement? Vous avez à maintes reprises affirmé que la Syrie usera de tous les moyens pour forcer la Turquie à sortir de Syrie. Certains disent que cet accord empêcherait la Syrie d'utiliser la force contre la Turquie. Qu'en pensez-vous? Prendre l'exemple des accords d'Astana qui devaient amener la Turquie à quitter la Syrie et la Turquie n'a pas tenu sa promesse, ce qui nous a empêchés de libérer de vastes zones occupées par les milices pro-turques avant et après le dernier accord entre Russes et Turcs. Avec certes un an de retard, mais cette année écoulée a permis aux Russes de chercher, d'explorer et enfin de mettre en œuvre une solution diplomatique pour faire sortir du nord tous les groupes terroristes, et cela n'est qu'un début pour une libération progressive et totale du nord de la Syrie, sachant qu'Erdogan a œuvré, depuis le début de la guerre, à créer une animosité artificielle entre les deux peuples turcs et syriens pour en faire deux ennemis en cherchant un affrontement militaire entre son armée et la nôtre. Je rappelle que la Turquie, au tout début de la guerre, a collaboré avec nous contre le terrorisme, jusqu'à sa surprenante volte-face apparue très vite et très tôt. Il est clair, à ce jour, que la Turquie est un ennemi. Mais n'oublions pas que beaucoup de partis politiques turcs et l'ensemble de l'opposition à Erdogan sont farouchement opposés à sa politique en Syrie. Pour nous, Erdogan et ses partisans sont nos ennemis, et non pas l'ensemble du peuple turc. Tout cela rajoute à l'efficacité de la diplomatie russe,
qui travaillent en notre faveur, tout comme les Iraniens. À propos de ce qu'Erdogan fait depuis quelque temps dans les zones occupées, Idlib et sa province, à savoir construire des écoles, mettre sur pied des institutions étatiques, imposer certaines langues autres que l'arabe, voulant démontrer que la Turquie est partie pour rester longtemps en Syrie. Euh, que pensez-vous de ces actions? Nous sommes conscients, si Erdogan voulait quitter la Syrie, il aurait quitté Idlib il y a longtemps. Tout d'abord, la Syrie est une entité unique. Tous les fronts du sud jusqu'au nord forment un même front. C'est le même théâtre d'opération. Erdogan est le bras des États-Unis en Syrie. Partout où nous nous sommes battus contre les USA en se battant contre Erdogan qui, dès le premier jour, est celui qui a allumé tous les fronts dans les quatre coins de la Syrie. Je vous confirme que si à terme la diplomatie ne l'incite pas à partir, il y aura une guerre ouverte avec la Turquie comme dernier recours, d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il fasse, il partira. Mais dans l'immédiat, nous laissons libre cours aux Russes et donnons une chance aux opérations diplomatiques de la Russie. Mais dans tous les cas, Erdogan est un ennemi, que cela soit clair pour tout le monde. Beaucoup affirment que la dernière invasion de la Turquie du nord, de la Syrie, est le fruit d'un accord tripartite entre Turcs, Américains et Russes. Quelle est votre réponse à ce sujet? Nous savions depuis longtemps que la Turquie, soutenue par les USA, a des visées sur le nord syrien et beaucoup ont mal interprété la récente position russe à l'ONU. Je répète que la diplomatie russe traite tout problème avec réalisme en tenant compte de la réalité du terrain, des possibilités opérationnelles, du rapport de force et des conséquences de tout affrontement potentiel. La Russie exploite à bon escient toutes les manœuvres diplomatiques possibles pour préparer le terrain à une sortie définitive de la Turquie de Syrie en essayant de limiter au maximum les dégâts pour nous éviter toute éventualité qu'Erdogan puisse pérenniser, voire élargir des zones qu'il occupe à d'autres zones aujourd'hui libres. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun accord entre les Russes d'un côté et l'alliance américano-turque. Le vote russe à l'ONU ne relève que d'une diplomatie pragmatique dans la perspective de libérer la totalité du territoire syrien. Il n'y a aucun secret ou manœuvre illicite. Les Russes jouent franc jeu. Ils n'ont pas hésité à rendre public leur récent accord avec les Turcs, ni notre accord implicite avec les USA quant à leur retrait de notre pays. Il n'y a aucun deal ou secret ou invisible. Ce que vous voyez sur le terrain reflète parfaitement ce que nous disions depuis le début de cette interview, ce qui nous réconforte. Nous savons que la Turquie et les USA n'affichent pas leur complicité, même si nous savons qu'ils collaborent étroitement, notamment au sujet de l'établissement d'une zone tampon au nord de la Syrie et sous contrôle turc, alors qu'Obama a toujours été contre ce projet. Est-ce que cela signifie qu'Obama était meilleur que Trump? Nous ne devons jamais faire confiance ou compter sur un président américain quel qu'il soit. Nous ne nous leurrons pas, il n'y a rien à espérer des USA. Le jeu qui consiste à faire apparaître qu'Erdogan est entré dans le nord syrien à l'insu des USA est un jeu de dupes qui veut faire croire que la Turquie est une puissance indépendante qui mène sa propre politique en Syrie. Je vous confirme que toute action turque en Syrie n'est que le produit d'une décision américaine en amont. Le reste n'est que théâtre, avec dans les principaux rôles les Américains et les Turcs. Il est bon de rappeler ici que les USA et l'Occident ont parié en 2011 sur une propagation des manifestations de Dera, où elles ont commencé vers tout le pays, ce qui ne s'est pas produit. Ensuite, ils ont armé les manifestants, et cela n'a pas pris non plus. Ensuite, ils ont misé sur les groupuscules terroristes, pensant que cette folie suffirait à détruire la Syrie et à la partager. Fin 2013, début 2014. Après 4 ans où nous combattions seuls, le terrorisme a failli mettre à mal notre armée, d'où l'intervention russe pour rétablir la situation. Il ne restait à l'Occident que d'activer le Turc pour tenter de renverser la table et redonner l'initiative aux USA. Mais pour revenir à votre question, c'est Trump qui est le meilleur président américain, non pas parce qu'il mène une bonne politique vis-à-vis de la Syrie, mais parce qu'il est le plus transparent et donc un ennemi facilement lisible. Comme tous ses prédécesseurs, qui comme lui ont commis des crimes,
en jouant le rôle des défenseurs des droits de l'homme, alors que ce ne sont qu'un amas de criminels qui ne défendent que les intérêts des lobbies qui gangrènent leur propre pays, USA en tête, et tous les autres pays occidentaux, pour en fin de compte obtenir le prix Nobel de la paix. Et Trump, comme eux, l'aura. La preuve de sa transparence est qu'il affiche publiquement qu'il convoite le pétrole syrien. C'est cela la réalité de la politique américaine. Que pourrions-nous espérer de mieux qu'un ennemi facile à lire ? Cela dit, entre Trump et Obama ou d'autres, la différence n'est que formelle, mais leur réalité est la même. Les Syrie, maintenant Irak, c'est pour nos intérêts qu'on attaque. France occupée, vassalisée, l'armée sert de milice privée. Et tu te réveilles pour une claque, pour des ventes falses, là tu te braques. Vautré dans l'autosatisfaction, et Paris n'est plus bonnes intentions. À 5 millions sur le papier, mais notre monde en est pas fait. Nous on devient faux.